Pour des raisons de droit d'auteur et d'accessibilité au matériel filmique, les extraits de cette vidéo seront très limités en termes de diversité. Ce format est en revanche très approprié à la simple écoute. Bonne vidéo! Salut à tous et bienvenue dans cette critique spéciale sur le Joker, un film de Todd Phillips sur l'origine de l'iconique et légendaire personnage du même nom, interprété ici par Joaquin Phoenix. Et cette critique est spéciale car il s'agit d'une analyse en profondeur de ce que le film souhaite nous dire sur notre société et la politique. Ce qui de mon point de vue en fait un film absolument fascinant et important. Surtout que si on prend en compte que c'est un film de super-héros produit par DC, il va être vu par beaucoup de monde. Si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille vivement d'aller le voir avant de visionner cette vidéo. La performance de Joaquin Phoenix est saisissante d'expressivité, que ce soit dans ses mimiques, les mouvements de son corps et bien sûr son rire. La photographie et la musique sont envoûtantes et franchement on ne voit pas le temps passer. Et pour ceux qui ont déjà vu le film ou qui ne craignent pas d'être spoilés, j'ai tout de même préparé un petit résumé du scénario pour vous mettre ou remettre dans le bain. Mais si vous souhaitez directement passer à une autre partie de la vidéo, vous trouverez les timecodes dans la description. Allez, c'est parti! En 1981, Arthur Fleck est un clown précaire qui vit avec sa mère Penny à Gotham City. La ville souffre de la criminalité et du chômage de masse et laisse des segments entiers de la population privés de leurs droits et appauvris. Et comme cela n'est pas assez, Arthur souffre d'un trouble neurologique qui le fait rire de manière incontrôlée lorsqu'il est nerveux. Il dépend ainsi entièrement des prescriptions et remboursements des services sociaux pour ses médicaments. Après s'être fait agresser dans la rue par un gang de jeunes, un collègue de la compagnie de clowns lui donne un pistolet en secret afin qu'il puisse se défendre la prochaine fois. Arthur est réticent au début, mais il finit par accepter. Mais alors qu'il se produit dans un hôpital pour enfants, l'arme tombe de sa poche, provoquant la colère de son patron. Son collègue se désolidarise d'Arthur et l'accuse de l'avoir acheté pour lui-même, provoquant ainsi son licenciement. Mais lorsqu'il rentre dans le métro, toujours déguisé en clown, Arthur se fait battre brutalement par 3 hommes d'affaires complètement ivres. Il sort son pistolet pour se défendre et en tue 2 en légitime défense avant d'en exécuter un 3e. Il apprend par la suite que les hommes travaillaient pour Wayne Enterprise, un énorme conglomérat appartenant au milliardaire Thomas Wayne, qui est également candidat à la mairie de Gotham. Ce dernier condamne dans les médias ce qu'il qualifie d'actes anti-riches venant de clowns qui envieraient les gens qui réussissent mieux qu'eux. Il ne pensait pas si bien dire d'ailleurs, puisque commence effectivement un mouvement de protestation contre les plus riches, où les manifestants se mettent à porter des masques de clowns à l'image de celui d'Arthur. En parallèle, les coupes budgétaires mettent fin au programme de services sociaux dont bénéficiait Arthur, qui ne peut plus acheter ses médicaments. À partir de là, le film se divise en 3 sous-intrigues que nous n'avons pas besoin de détailler pour l'instant. La quête d'Arthur pour savoir si Thomas Wayne est son père biologique, son passage désastreux dans un café-théâtre qui va finalement l'amener à être invité dans un late-night show à succès, et bien sûr la suspicion qui pèse sur lui concernant les meurtres du métro. Les mésaventures et les retournements vont se succéder jusqu'à la fin du film, où Arthur va tuer une vedette de la télévision, être mêlé à une émeute, puis être enfermé dans un asile psychiatrique. Comment en est-on arrivé là ? Pour le film, la réponse est claire. Toute cette violence est le produit d'une société devenue elle-même de plus en plus violente envers les plus vulnérables, les précaires et les fragilisés. La maladie mentale et la dépression sont des thèmes omniprésents dans le film. Elles sont représentées dans de nombreuses scènes, comme celle de la montée de l'escalier, qui fait référence au mythe de Sisyphe et à l'insurmontable poids de l'existence. Elles soulignent aussi l'absurdité écrasante du quotidien de prolétaires, marqué par la pénibilité, la précarité et l'insécurité. On trouve aussi les hallucinations vis-à-vis de sa voisine de palier avec qui il fantasme une relation affective qui nous parle du coup de la solitude et tout un tas d'autres références. Mais la maladie mentale n'est pas le centre de l'histoire du film. Ce serait faire une lecture très incomplète. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est la position assez explicite du film sur la responsabilité et le traitement par la société de la maladie mentale. Les services sociaux sont vétustes, surchargés et sous-financés. Arthur reproche à sa psy de ne pas l'écouter, de lui poser les mêmes questions, de ne pas se soucier de lui. La manière dont les choses sont présentées lui donne raison, mais on comprend vite que la piètre qualité du service est aussi le résultat de coupures budgétaires qui font que le personnel est obligé d'expédier les dossiers. Les scènes dans le bureau de l'assistante sociale montrent comment l'austérité budgétaire imposée par les puissants amène le personnel à maltraiter sans le vouloir ceux qui viennent chercher de l'aide. Il se fiche des gens comme vous, ou comme moi d'ailleurs, lui dit sa psy lorsqu'elle lui annonce que le programme social s'arrête du fait des coupes budgétaires. Le constat est le même lorsqu'Arthur va chercher des documents à l'asile psychiatrique de Gotham, qui ressemble plus à une prison qu'un hôpital. Il y a d'ailleurs des barreaux aux fenêtres. Les patients errent dans les couloirs, sur des bancs, ils attendent.
Tout comme les prisonniers, on ne sait pas que faire d'eux et on préfère les ignorer. La comparaison avec le milieu carcéral continue lorsqu'Arthur demande à un employé d'où viennent ces gens. Certains ont commis des crimes, d'autres ne savent tout simplement pas où aller, lui répond l'homme. Arthur fait aussitôt un parallèle avec sa situation, qu'il ne sait pas parfois où aller lui aussi. Cette scène met en avant la dimension sociale de la criminalité et de la maladie mentale. Elle fait écho à ce que toutes les études indiquent, les pauvres ont bien plus de chances d'aller en prison, de souffrir de maladies mentales, de devenir sans-abri. La violence des inégalités produit de la violence et des traumatismes que le système pense pouvoir traiter en remplissant des prisons et des asiles plutôt que de s'occuper de la source du problème. Le film critique la réponse inadéquate de la société face aux maux qu'elle produit. Cette scène préfigure ainsi l'incarcération d'Arthur dans l'asile à la fin du film. Or, il n'y avait rien de fatal à tout ça. Les services sociaux auraient pu être maintenus et améliorés, tout comme l'accès à des médicaments. Une assistance aurait dû lui être donnée. Précisément car il a décidé de faire du Joker un prolétaire précaire et d'ancrer ses problèmes dans un système social et politique défaillant, le film fait une lecture sociologique et politique de la violence et de la dépression. Il choisit d'aborder la maladie mentale en la traitant autrement qu'avec un terme péjoratif comme le mot folie. Ils ne sont pas fous, ils sont en burn-out, ils sont stressés, ils sont dépressifs, ils sont névrosés, ils sont angoissés, ils sont traumatisés. Et ils ont en commun d'avoir été progressivement abandonnés à leur sort par le système social. Le film insiste bien sur le fait que la violence n'est pas ancrée dans l'ADN des gens. La violence est socialement construite et induite. Les gens ne choisissent pas activement d'être violents, ils y sont le plus souvent poussés et encouragés. Arthur en est la preuve. Nous le voyons dès le début du film insister sur la nécessité de garder le sourire et de répandre le bonheur. Le film nous le présente comme une personne foncièrement aimable, particulièrement avec les enfants. Il fait de son mieux pour garder la tête hors de l'eau, mais sa vie est de plus en plus difficile et il commence à s'enfoncer encore plus profondément dans la maladie et la pauvreté. En revanche, de par son cadrage, le film insiste très clairement sur un point. Les choses basculent lorsqu'Arthur est en possession d'une arme à feu. Le fait de se défendre face à ses agresseurs était bien légitime, mais on comprend vite le danger que représente une telle arme dans les mains d'une personne vulnérable et fragilisée dans un tel contexte d'insécurité. Il ne faut jamais oublier que ces films s'adressent en premier lieu au public américain, et dans ce cas précis, il est difficile de ne pas y voir une critique de la prolifération des armes à feu aux États-Unis et de leur rôle dans la multiplication des tueries de masse. Une autre critique concerne les pratiques des forces de police, elles aussi très controversées aux États-Unis. On peut le voir dans la scène où deux policiers poursuivent Arthur dans un métro rempli de personnes masquées allant manifester. Un des policiers sort son arme et tue accidentellement un civil avec lequel il a une altercation. La situation dégénère et les policiers sont pris à partie violemment par la foule en colère. Que se serait-il passé si le policier n'avait pas sorti son pistolet dans cette situation ? Le film ne glorifie pas la violence des manifestants envers les policiers comme certains médias ont voulu le faire croire, mais cherche à l'expliquer comme une réaction à une violence d'État systématisée. Et en effet, beaucoup d'études montrent que lorsque la violence contre la police éclate dans des manifestations, c'est souvent dû à des provocations et violences de la part des policiers eux-mêmes, et donc à une doctrine de maintien de l'ordre inadaptée. Tout comme Arthur, les citoyens qui manifestent ne sont pas devenus violents du jour au lendemain. Au contraire, le film nous montre que les manifestations commencent de manière plutôt pacifique, malgré quelques actes de provocation. Là encore, le film décide de faire une lecture sociologique et politique de l'escalade de la violence en tant que réponse à l'oppression d'un système sourd aux plaintes des protestataires. Les voies d'expression de ce mécontentement et de cette douleur sont toutes bloquées et favorisent l'irruption de la violence. Du point de vue du film, la cruauté et la violence existent aussi chez les classes populaires entre les classes populaires, mais elle est le symptôme, la conséquence d'un contexte d'insécurisation permanente qui est entretenu par le système, lui-même contrôlé par les riches. Et parlons-en des plus riches. Bien qu'il ne soit pas un film de super-héros classique, le thème de l'héroïsme et la figure du héros sont abordés de par la représentation des élites. Au début du film, Arthur est en admiration devant le présentateur de télévision Murray Franklin, tandis que sa mère idolâtre le milliardaire Thomas Wayne. Ces deux figures ne sont pas anodines dans l'imaginaire américain, qui a eu l'habitude de les célébrer comme des modèles de réussite qu'il faut suivre. Ce sont des gens qui sont au devant de la scène, qui parlent et qu'on écoute. Ce sont des personnalités publiques, des vedettes, des stars, en gros, des héros modernes. Néanmoins, à mesure que le scénario avance, le public constate que ces figures sont loin d'être des modèles. Thomas Wayne nous est montré comme un homme méprisant et violent, à la fois symboliquement mais aussi physiquement lorsqu'il frappe Arthur dans les toilettes de l'opéra.
Lorsqu'il réagit au meurtre de ses 3 Golden Boys, il affirme que le masque du tueur est un signe de lâcheté, sans admettre et sans comprendre que lui aussi porte un masque de vertu pour préserver son image politique. Il prétend vouloir aider les pauvres de Gotham tout en étant un homme riche en costume-cravate vivant dans un manoir. Il y a une condescendance et une hypocrisie dans son personnage qui sautent immédiatement aux yeux. Le mythe du milliardaire généreux et respectable en prend un sacré coup. Dans ce même esprit, la scène de l'opéra est une autre excellente scène exposant la violence des élites politiques et financières dont Thomas Wayne fait partie. Alors que la foule manifeste plutôt pacifiquement devant le bâtiment, on voit très brièvement un policier franchir la barricade et tenter de frapper un manifestant, ce qui fait que la foule réplique ensuite en se jetant sur lui. Encore une fois, une critique adressée à l'inadéquation des doctrines de maintien de l'ordre par la police aux États-Unis. Arthur se faufile à l'intérieur et se déguise en groom pour pouvoir se frayer un chemin vers la salle principale. L'audience, exclusivement composée de bourgeois, est en train de visionner le film Les Temps modernes de Charlie Chaplin. À l'écran, on y voit Charlie Chaplin en train de faire du patin tout près d'un gouffre dans lequel il manque plusieurs fois de tomber. Du côté du Joker, il s'agit de son histoire. Les Temps modernes parlent de l'aliénation des prolétaires par le système capitaliste et industriel, particulièrement dans une période de crise économique, ce qui est le cas dans le film Joker. Chaplin passe par la dépression nerveuse, le chômage, il est mêlé sans le vouloir à une émeute et passe par la prison. Autant d'étapes que va connaître Arthur au cours du film. Arthur ne le réalise pas à ce moment et se contente de sourire devant le comédien à succès qu'il aurait sûrement voulu être. Ce clown parfois souriant, parfois mélancolique. Si l'on suit cette lecture, la réaction hilare du public bourgeois devant le film prend-elle un tout autre sens. Il se moque métaphoriquement de la vie misérable et difficile des prolétaires comme Chaplin, et donc comme Arthur. Il se moque tout en étant barricadé dans un bâtiment luxueux majoritairement fréquenté par les gens de leur classe sociale, tandis que les manifestants grondent dehors. Un bâtiment qui porte d'ailleurs le nom de Thomas Wayne. Quand la réaction d'Arthur devant le film traduit son identification à Chaplin, celle du public symbolise ici son décalage, une sorte de mépris de classe. Ils sont venus rire du clown, du phénomène de foire. Et cela nous amène à parler d'une autre personne avide de ce genre de spectacle, Murray Franklin. Ce dernier n'hésite pas à se moquer publiquement et méchamment d'un extrait d'une représentation d'Arthur dans un obscur cabaret. Une action aussi humiliante que gratuite, d'autant plus si l'on prend en compte qu'Arthur souffre d'un trouble neurologique. Encore pire, Murray ose même inviter Arthur sur son plateau pour continuer à se moquer de lui. Même lorsqu'Arthur lui déballe ses 4 vérités devant les caméras au cours de l'avant-dernière scène, Murray semble ne pas comprendre le mépris qu'on lui reproche. Et comment pourrait-il le comprendre? Est-ce que vous sortez de votre studio, lui demande Arthur avec crispation. Le film adresse ainsi une cinglante critique à ces innombrables chroniqueurs sur nos plateaux télé qui vomissent du mépris, de la bêtise et leur violence symbolique aux effets pourtant bien réels. Cette partie des médias qui, comme une partie de la classe politique, est de plus en plus rejetée par les citoyens des classes populaires qui les voient pour ce qu'ils sont, une élite manipulatrice. Le film décide donc de tuer les héros, métaphoriquement en détruisant notre estime pour eux, et physiquement lorsqu'Arthur tire une balle dans la tête de Murray et que Thomas Wayne s'est fait tuer par un émeutier. Les masques sont tombés, et le vrai visage de l'élite est suffisamment répugnant pour que le public, sans se réjouir de leur mort, n'en soit pas attristé. Le soulèvement a commencé. Le film est construit en gradation, c'est-à-dire que les choses ne vont être que de plus en plus intenses et extrêmes. Que ce soit la condition mentale du Joker, soulignée par son style vestimentaire, la violence et la colère des protestations, ou le mépris de l'élite. Tout culmine lors de la scène finale de l'émeute où Arthur, devenu le Joker, est porté en héros par la foule. Et c'est là que nos médias, dans le monde réel de la vraie vie véritable, se sont affolés en se demandant si le film ne faisait pas l'apologie de la violence, des tueries de masse, voire du fascisme. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on voit à l'écran. Seuls quelques bourgeois puissants meurent devant nos yeux. Mais il faut croire que c'est assez pour déclencher une polémique. Et la réaction des médias qui condamnent la violence du film alors que des films violents sur plein d'autres aspects sortent toutes les semaines, traduit bien le manque d'esprit critique et de subtilité de notre paysage médiatique. D'une certaine manière, le film savait qu'il provoquerait la controverse, et y répond lors de l'avant-dernière scène dans le show télévisé. Si c'était moi qui serais mort, vous serez passé à côté de mon corps, lance Arthur depuis le plateau télé.
Arthur n'est personne et il est tant de monde à la fois. Le film est un avertissement aux puissants, et c'est pour ça qu'il dérange. Parce qu'il parle de cette pulsion de violence qui sommeille en nous et qui gronde face au mépris permanent d'une partie de l'élite médiatique et politique. Ces individus prétendument sans reproche, confortablement installés dans leur manoir et leur studio télévisé. Ces gens de pouvoir qui parlent sans écouter, sans comprendre, et qui se croient être le salut de notre société, qui s'attendent à ce qu'on les acclame, qu'on les respecte, qu'on les craigne, qui cachent leur cynisme et leur insensibilité derrière des sourires faux. Et c'est en cela que le film est révolutionnaire dans les thèmes qu'il aborde, car il ose abattre les idoles, les totems, les dealers d'opium du peuple pour faire écho à Marx. Il ose les tuer métaphoriquement et physiquement. Le film est un avertissement aux puissants car il rappelle le mélange explosif que représente le sentiment d'injustice et de détresse couplé à l'impuissance et au silence. Un jour, dit le film, ça va péter. Si vous ne rendez pas aux gens leur dignité, ils finiront par la chercher eux-mêmes. Si vous ne changez rien, ça va péter. Dans une atmosphère de révolution, le film montre à travers la mort de Thomas Wayne par un simple citoyen devenu émeutier que le peuple peut tuer le roi. Et dans un contexte actuel de mécontentement croissant des citoyens envers leurs élites, ce message porté par le film Joker résonne avec puissance. Certains le ressentiront plus que d'autres, de par les inégalités qu'ils subissent, de par leur politisation aussi, mais la vérité est celle-ci. Nous vivons à Gotham. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo d'analyse sur le film Joker. C'est un film vraiment magnifique et qui m'a beaucoup touché dans les thèmes qu'il aborde et la manière dont il les représente et que j'ai trouvé vraiment très juste la plupart du temps. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'aller au cinéma avant qu'il ne soit plus en salle, c'est vraiment l'occasion de voir sur grand écran un manifeste révolutionnaire et non pas un film dangereux, encore que ça dépende pour qui. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et j'espère que vous aurez pris du plaisir à l'écouter ou la regarder. N'hésitez pas à commenter, à débattre dans le respect, à liker la vidéo, à partager la vidéo ou à vous abonner. Vous l'avez sûrement remarqué, mais j'ai pris une longue pause sur YouTube pour des raisons professionnelles et personnelles. Mais même si je n'y réponds pas toujours, je lis avec grand plaisir chacun de vos messages. Prenez soin de vous et je l'espère, à bientôt.